Bonjour à tous, bienvenue à Expérience 4.0. Je suis Simon Lemire, associé et responsable du développement des affaires du groupe Lacoste. Bienvenue à la saison 2 d'Expérience 4.0. Je dis saison 2 parce que on a eu une petite trêve pendant l'été et en automne, en ce qui a trait le tournage de plusieurs épisodes. Donc, on vous a réservé en fait une saison 2 quand même assez intéressante. On va parler encore une fois, de sujets quand même assez de l'heure dans tout ce qui touche la transformation numérique des entreprises, donc l'expérience client 4.0, comment qu'on va justement chercher la donnée, différentes technologies sur le marché, entreprises de services. Donc, en même temps, je lance un appel à tous. Si jamais il y a des entreprises manufacturières ou il y a des entreprises de services ou des experts dans l'industrie qui veulent témoigner, du moins parler de projets numériques, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous avoir au podcast puis de discuter de ces beaux projets-là, pour faire parler de notre savoir. Donc, aujourd'hui, on parle d'expérience interactive au bénéfice de l'expérience client avec Thomas Paquet-Lamontagne qui a fondé l'entreprise Visao, donc une entreprise technologique qui a justement développé son propre logiciel, une visionneuse 3D. Donc, je vous en dis pas plus en intro. Je vous laisse le découvrir lors de cet épisode d'Expérience 4.0. Bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Monsieur Thomas, merci d'être avec nous en ce premier épisode de cette deuxième saison qu'on lance à Expérience 4.0. Salut Simon, je suis super content d'être là pour le premier épisode, deuxième saison, c'est super. Ouais, on a fait à peu près 17 épisodes dans la première saison. On l'appelle de cette façon-là parce que il y a eu une trêve, puis là, on lance à nouveau l'initiative, puis je suis bien content là, que tu brises cette glace de cette deuxième saison-là. Thomas, t'as un beau parcours. T'es inévitablement, comme on est tous jeunes dans l'industrie, mais t'as une belle expérience dans le domaine, t'as un beau parcours, t'as fondé Visao. Parle-moi un peu de toi d'ici la fondation de Visao, là, qui est l'entreprise technologique, qui est une belle start-up. Parle-moi un peu de toi. Ouais, super. Mais premièrement, merci encore de l'invitation. Je suis super content d'être ici. Écoute, moi, à vrai dire, pour commencer le plus loin que je peux aller, mon père est ingénieur industriel, donc il travaillait depuis que je suis né pour avoir visité dans les usines, j'ai toujours eu accès à ce milieu de travail-là, puis ça m'a toujours passionné puis intéressé. Donc, j'ai étudié tout de même en administration, plus au niveau finance, marketing, au cours duquel, justement, dans mon bac, j'ai eu ma première entreprise à ce moment-là. Donc, le goût d'entrepreneuriat s'est développé à ce moment-là. Puis, j'ai été amené, dans le fond, à exporter des produits à l'étranger dans un programme de l'Université Laval qui s'appelle l'émission commerciale de l'Université Laval, dans lequel j'ai fait un mandat en Allemagne. Et en Allemagne, justement, lorsqu'on parle d'industrie 4.0, c'est très, très avancé. Vraiment intéressant de voir, justement, différentes choses qui se passent là-bas, mais particulièrement ce qui m'avait intéressé, moi, dans mon rôle commercial, justement, pour réaliser de la mise en marché de produits, c'est de voir les techniques, les technologies qu'ils utilisaient pour, justement, permettre de présenter les produits en 3D. Donc, on voyait justement des vidéos d'animation 3D, l'utilisation de rendu, ce qui est des choses qui étaient plus connues depuis quelques années. Mais là, on parlait vraiment de technologie un peu plus, ce qu'on appelle real-time, donc des produits qu'on voit en temps réel. Donc, on peut manipuler un peu comme dans un jeu vidéo. On va dire, c'est vraiment C'est ce qui est recherché en ce moment. Là, exact. C'est d'avoir justement cette expérience-là, le fun, là, ça le dit dans le titre, mais expérience interactive, là, c'est ce qu'on recherche. Là. Exact. Donc, c'est d'avoir eu accès à ça, à vrai dire, dans d'entreprises qui utilisaient ça là-bas, c'est ce qui m'a donné l'idée de pouvoir, premièrement, m'intéresser à pourquoi les entreprises utilisaient ça. Moi, j'ai pu l'expérimenter moi-même en ayant transporté des gros produits, justement, d'un endroit à un autre. Donc, ce qu'on parle de machinerie industrielle, des produits qui sont très complexes, qui sont durs à déplacer d'un point à un autre, très coûteux à déplacer. Mais également aussi, c'est des produits très techniques. Donc, il y a beaucoup d'éléments techniques, des procédures de fonctionnement, des mécanismes, ainsi de suite. C'est complexe. Exactement. C'est très complexe. Également. Et aussi, lorsqu'on parle de mise en application de produits, donc non seulement des fois on veut voir juste le produit, mais comment il s'exploite dans une usine avec d'autres types de systèmes, ça peut rentrer en ligne de compte. Donc, si on veut, c'est dans toutes les différentes utilisations comme ça qu'on peut l'utiliser, particulièrement dans la mise en marché de produits, mais également dans les services après-vente. C'est ce qui a fondé un peu toute l'idée puis la motivation derrière Visao. OK, c'est ça, parce que ça part de ton expérience sur le terrain, ça part d'une problématique dans l'industrie que tu as vue, du moins une complexité dans la mise en marché de produits, qui t'est venue l'idée
de partir justement à Visao, comme tu le mentionnes. Puis ça, on est en quelle année, là, à peu près, quand tu as parti, du moins l'idée? L'idée est partie de... Ouais, ben l'idée, c'était, ça retourne pratiquement en 2017, quand même, il y a un bout. OK. Mais à ce moment-là, c'est ça, j'étais à l'université. Donc, l'idée a commencé à germer dans ma tête, puis j'ai commencé à faire des démarches, je te dirais, tranquillement, vers ce projet-là. On commençait, si on veut, en mode service, ainsi de suite. Mais vraiment, le développement de notre logiciel, vraiment l'idée d'affaires, le momentum qu'on a présentement, là, c'est beaucoup depuis 2020, justement, parce qu'on a vraiment commencé à développer notre portail, notre technologie. Et vraiment commencer aussi une première phase de mise en marché. Là. De commercialisation, puis à l'essayer aussi dans les entreprises. Exact. Ben, tu sais, moi, je l'ai vu, je connais la technologie. On a eu une bonne démo ensemble, puis justement, je pense que ça peut bénéficier beaucoup d'entreprises manufacturières. Ouais. Mais là, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ont peut-être aucune idée. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi une visionneuse 3D? Du moins, c'est quoi Visao? C'est quoi le logiciel? Tu sais, rapidement, puis... T'sais, toi, t'es aux ventes, t'es derrière la vision de l'entreprise, tu vas être capable de nous l'expliquer davantage, sans rentrer dans tous les détails, mais concrètement, la visionneuse 3D, là, comment ça marche? Ça aurait été le fun d'avoir à l'écran, mais contactez Thomas, vous allez voir une belle démo, mais mettons, explique-le de vive voix. Oui, ben premièrement, pour le voir, vous pouvez aller le voir certainement sur le site web, là, sur visao.ca, mais pour définir, premièrement, c'est quoi une visionneuse 3D? C'est simplement un écran, dans le fond, comme on parle d'une visionneuse, YouTube, l'écran, c'est une visionneuse, c'est le média que ça consomme, c'est des vidéos. Nous, dans le fond, la différence qu'on consomme, c'est ce qu'on appelle des modèles 3D. Donc, c'est une représentation géométrique, dans le fond, d'un produit qui est démontré, dans le fond, dans une fenêtre qui peut être placée, dans le fond, dans un site web, comme justement un écran YouTube. Ouais. On peut le placer justement dans son site web. C'est très facile à utiliser. Donc, c'est le même type de format, donc très facile à intégrer. Donc, nous, notre logiciel en tant que tel, ce qui est développé pour réaliser, pour créer, c'est pour justement créer des visionneuses. Donc, on peut placer le produit, créer un environnement dans lequel on peut également ajouter des informations, donc du texte, des annotations, des vidéos. Okay. Donc, si on veut plus du contenu enrichi qui peut être ajouté justement multimédia dans la visionneuse même, créer des suites de démonstrations. Et c'est ça. Donc, également, il y a différentes configurations qu'on peut décider sur la visionneuse. Mais grosso modo, ça, c'est ce qui est bâti dans le logiciel. Mais je dirais, un des éléments qui nous distingue beaucoup, c'est vraiment au niveau de notre expertise, puis justement les processus d'automatisation qu'on met en place pour utiliser tout ce qui est dessin industriel, des dessins CAD. Donc, il y a une source de savoir qui est développée depuis des années. Il y a des centaines et milliers d'heures qui sont mis dans les entreprises manufacturières pour développer ces dessins-là, qui sont vraiment le savoir-faire des entreprises. Ouais. Donc là où je pense qu'on se démarque particulièrement, c'est justement sur notre facilité d'utiliser ces croquis-là, ces canevas-là, qui sont vraiment des outils incroyables après pour pouvoir être utilisés dans les mains justement des équipes de vente, pour la mise en marché, mais également pour les clients, lorsqu'ils peuvent les regarder. Donc, ce qu'on fait, c'est ça, on fait une conversion de dessin CAD en modèle 3D. Donc, c'est des dessins qui peuvent être utilisés publiquement. Donc, il n'y a pas de propriété, des facteurs de propriété intellectuelle qui sont montrés qui pourraient mettre l'entreprise à risque. C'est des modèles qui peuvent être animés, donc démontrer des processus d'utilisation. Également configurables. Donc, on parle beaucoup, par exemple, dans le secteur industriel, des machines qui peuvent être changées, changer les moteurs, les dimensions. Oui, parce qu'il y a plusieurs fonctionnalités, puis du moins, il y a plusieurs objectifs qu'on peut venir cerner grâce à cette technologie-là. Puis moi, j'ai trouvé ça captivant. Là. Puis, si je résume, là, pour ceux qui nous écoutent, du moins des entreprises, peu importe le type de produit, mais qui peut être complexe comme simple. Tu peux avoir une machine qui est complètement immense puis qui est difficile à transporter, puis du moins même à expliquer. Là, exact. Parce que tu as plusieurs composantes. Mais ça facilite le travail parce que sur ton téléphone, tu sors ton téléphone, tu peux l'avoir, tu peux, c'est facilement, en fait, mais c'est attrayant. Puis c'est là où on parle de l'expérience interactive. Exact. C'est que tu es capable de visionner un produit complexe ou simple, mais à portée de main. Exactement. Puis même, là, tu as parlé de site web et tout, puis super intéressant. C'est super intéressant. En termes de... Puis là, on rentre un peu dans le sujet de l'expérience interactive. Fait que là, on sait c'est quoi Visao. On connaît ta technologie. Il y a comme 3 grands besoins qu'on vient cerner, du moins 3 axes dans l'expérience client. Puis corrige-moi, mais tu sais, on le répète souvent, tu as l'aspect du marketing au niveau de l'attraction.
Tu as l'aspect des ventes. Évidemment, la vente. Il n'y a pas 1000 façons de le dire. Puis, après, tu as le service à clientèle. Puis, c'est suite à ça, un peu, il y a le leg aux opérations, etc. Qui résume un peu l'expérience client. La visionneuse, le logiciel que vous avez, c'est ça qui est intéressant. Puis l'expérience interactive maintenant dans le monde d'aujourd'hui où est-ce qu'on est beaucoup plus compétitif. Fait que la compétition est féroce. L'accessibilité à l'information est très, très facile. D'un point de vue, puis moi, je te pose la question pour que tu puisses y répondre parce que tu es l'expert, mais comment cette visionneuse 3D-là d'un produit facilite, puis là, je vais utiliser le mot magasinage, là, mais dans le monde B2B, dans le monde industriel, on magasine des solutions, on magasine des produits. Comment ça vient faciliter ce magasinage-là numérique d'un point de vue marketing en attraction? Oui. Premièrement, les cycles d'achat, si on parle d'entreprises B2C, donc des produits qui sont vendus aux consommateurs en général, on a vu les 10 dernières années, c'est flagrant, le commerce en ligne, toute la force d'un site web, tout ce qui est digital, l'importance a été devenue accrue, voire essentielle. Là, ça a permis à des entreprises d'avoir du succès incroyable, des entreprises aussi tout simplement d'arrêter. Donc, en ce moment, c'est un peu le même type de mouvement que je pourrais considérer qui se passe au secteur B2B. Si on voyait, il y a environ juste 2-3 années, si on parle en termes de temps ou d'effort de cycle d'achat, environ moyennant, c'était 60% du cycle d'achat qui était fait en ligne ou à partir du matériel qui était fait en ligne dans le secteur B2B. Maintenant, on parle de plus que 90%, puis même, on a rencontré des entreprises qui ont commencé à vendre à distance puis qui n'avaient jamais réussi à vendre des produits sans voir le client réellement, puis maintenant, ils se rendent compte, OK, on peut avoir des outils qui nous permettent vraiment de faire nos ventes à distance, puis on parle des produits relativement complexes. Donc, comment nous, on réussit à justement alimenter ces trois facettes-là? Premièrement, il y a des objectifs qui sont différents, mais si on parle justement, pour commencer au niveau marketing, c'est un point où les gens justement veulent avoir une information beaucoup plus simple, interactive. On veut avoir de l'information rapidement sur justement le produit qu'on souhaite acheter, mais également, un des éléments qui est important, c'est pouvoir faire circuler l'information dans nos équipes. Lorsque on a justement un contenu comme une visionneuse web, on est capable de renforcer beaucoup d'informations dans les suites de démonstration, comme je parlais un peu plus tôt, dans les textes qu'on peut ajouter, puis de voir le produit en 3D, honnêtement, puis faut que vous ayez voir ça, mais tu sais, ça parle par lui-même, tu sais. Donc, ça avance vraiment le client dans une compréhension qui est beaucoup plus grande du produit directement au début. Après qu'on rentre dans si on veut un peu plus un cycle de vente, ben là, est-ce qu'on peut renforcer justement l'information qui est donnée, par exemple, avec un configurateur 3D de produits. Donc, lorsqu'on a des produits qui sont justement avec modulaires ou avec différentes variantes, différentes couleurs, c'est des choses qu'on peut exprimer très bien, dans le fond, dans la visionneuse, entre autres, à ce moment-là. Mais également l'utiliser pour justement, comme en ce moment, il y a beaucoup de démonstrations qui se font encore virtuelles ou webinaires. Définitivement, c'est utilisé dans les initiatives marketing pour attirer, parce que c'est simple puis ça parle. C'est une expérience interactive qui... des fois, le fameux verbatim, puis l'écrit, le manuscrit, c'est OK, on me le dit, je sais que c'est le fun, je sais que c'est important, je sais que ta machine a tel specs qui peut répondre à X besoins. Le retour sur investissement, il va être sur 6 mois, mais il va-tu fitter dans mon usine? Puis comment ça fonctionne, la maintenance, comment elle fonctionne, puis il magasine, Fait que c'est pas facile d'avoir des... comment t'appelles ça, les spec sheets, là, que tu télécharges ça une brochure, là, puis... OK, ça dit quelque chose, mais quand tu l'as, l'aspect sheet, de façon complètement interactive, tu as bien plus envie d'acheter le produit. Du moins, tu as envie de passer à la prochaine étape. Exact. Mais si on peut faire ça le plus simple possible, c'est que maintenant, les consommateurs, même pour des produits industriels, puis à la fin, tout de même, c'est des contextes entreprises, mais c'est des êtres humains, là, c'est des gens... Il y a un humain derrière. Exactement, comme en ce moment, moi et toi. Mais oui, puis fait que les habitudes de consommation qu'on a pris dans la vie de tous les jours, ben, ils viennent avoir changé même dans le secteur B2B. Donc, les acheteurs n'ont jamais passé autant de temps sur nos sites web, justement à chercher de l'information puis à valider justement leur achat. Donc, l'information qu'on va leur proposer au niveau digital, au niveau numérique,
est plus important que jamais. Donc, c'est là où l'importance est particulièrement. Là. Il y a Gartner, justement, qui a sorti quand même une belle statistique qui disait que les acheteurs B2B, ils envisagent un achat. Lorsqu'ils envisagent un achat, il y a 27% de ce temps qui est consacré à des recherches indépendantes en ligne. Fait que, c'est très indépendant lorsqu'ils envisagent acheter. Ils ne sont même pas encore dans le vrai processus, sont comme encore un peu en amont, là. Ouais. Puis ça se fait de façon indépendante en ligne. Ouais. Fait que de un, si tu n'es pas en ligne, on pourra parler un peu de l'infrastructure tech qui est alentour de la visionneuse, qui est un bel outil, mais de base, si tu n'es pas en ligne, ça part mal. Puis après, si tu es en ligne, mais d'une façon pas optimale, mettons, je choisis mes mots, là, mais mettons pas optimale, ben le doublement de chance, en fait, de perdre déjà qu'il y a quand même un haut pourcentage qui passe ça de façon indépendante. Fait que c'est quand même majeur. Donc, d'être là puis de le faire bien, ben tu maximises les chances que la personne, du moins l'acheteur, qui est un humain, porte action au final avec ta marque là, ou avec ton produit. Exact. Puis je pense que c'est ça. Il n'y a pas d'information plus ludique, plus précise, puis plus communicative, à vrai dire, que justement l'effet qu'on fait d'utiliser les cadres pour les amener en modèle 3D, en tout cas à mon opinion. Fait que le but, puis ça permet d'avoir le produit, si on veut, accessible. On peut démontrer des choses même qu'on ne peut pas démontrer avec le produit réel grâce avec une réplique virtuelle. Fait que c'est... Définitivement. Puis parlons de... on veut faire vivre une expérience à l'acheteur, le client. C'est les compagnies, là, en anglais, on dit customer centric, mais c'est une approche centrée client. Donc, on veut le satisfaire le plus possible, même s'il n'est pas encore client, puis dans un processus d'achat. Donc, là, on a parlé du marketing. Mais lorsqu'il rentre dans le processus de vente, c'est là où on veut aussi satisfaire de point A à Z. Puis, on veut lui faire vivre une expérience. Donc, c'est là où je trouve que ça devient pertinent d'avoir cet outil-là. Puis, parlant d'expérience, pour outiller l'équipe des ventes, tu l'as mentionné, il y a l'aspect configurateur, l'aspect tech, il y a l'aspect webinaire pour peut-être un rep qui veut justement l'animer, être capable d'utiliser cet outil-là, c'est vendeur. Mais après, il y a aussi l'attraction, puis closer des deals, des fois ça vient vite, mais les fameux trade shows, les foires commerciales, les salons commerciaux qui là, vont reprendre, là, la pandémie a mis un petit frein, mais là, ça reprend de plein fouet en 2022, du moins je l'espère. Tu as eu la chance avant peut-être la pandémie, ou du moins même pendant, là, il y a eu FabTech à Chicago récemment, d'exploiter ta solution justement à des fois commerciales. J'aimerais ça que tu m'en parles aussi par rapport à ça au niveau de l'exportation, au niveau de la présence physique, puis en ajoutant une expérience interactive intéressante. Fait que j'aimerais ça peut-être que tu me parles comment que ça joue un rôle important à travers ça. Oui. Les expositions commerciales, je pense, de plus en plus aussi, ça l'évolue. C'est un lieu, premièrement, de rencontres, souvent avec des partenaires commerciaux qu'on a déjà, des distributeurs, des gens qu'on veut rencontrer. Donc, souvent, justement, il peut y avoir des trainings, des nouveaux outils de vente, justement, qui sont présentés aux équipes commerciales qui sont sur place. Donc, souvent, justement, c'est un bon moment pour présenter ce type de solution-là. Si on parle un peu plus d'intégration, mais pour l'événement même, il y a un effet qu'on veut créer toujours. Ça a souvent été la compétition des plus gros stands avec amener le plus de produits, et ainsi de suite. Mais il y a une tendance qui est justement à ce que les entreprises amènent de moins en moins les produits. Je pense pas que c'est quelque chose qui va nécessairement disparaître, mais c'est ce qu'on voit avec justement des outils en 3D comme on utilise. Grâce au virtuel, on est capable de démontrer des choses que, comme je disais un peu plus tôt, on n'est même pas capable de montrer avec le produit lui-même, dans le sens, il y a des machines qu'on ne peut pas faire fonctionner directement dans le boot comme ça, les effets de configuration. Puis je reprends les mots même, on a un client américain à FabTech qui était là justement un peu plus tôt cet automne, puis ça attire l'œil des gens. Puis le fait aussi, surtout quand on parle d'interactivité, ce qu'il faut spécifier là-dedans, c'est que ça permet justement à la personne qui présente de contrôler, dans le fond, les cycles de démonstration. Donc, il y a une liberté qui est là, mais en même temps, un peu comme un PowerPoint, on peut structurer d'une étape à une suivante. Donc, une simplicité qu'on peut se retrouver de ce côté-là. Mais après, s'il y a une question plus spécifique pour démontrer, par exemple, une composante ou un processus, on l'a accessible directement qui est là. Donc, en termes de présentation, pour permettre justement à deux personnes d'avoir une discussion qui est constructive puis qui va aller au point vraiment de la question, mais la formation est là. Donc, elle est structurée derrière. Exactement. Donc, c'est évident que ça a l'effet d'attirer l'œil, d'attirer les gens. Puis, c'est drôle parce que souvent, les gens les plus impressionnés, c'est nos clients eux-mêmes parce qu'ils travaillent tellement fort à développer justement ces
ces produits d'ingénierie-là qui sont vraiment impressionnants. Fait que souvent, l'effet wow est plus à l'interne, mais même, c'est ça, lorsque les gens le voient, ça fait réellement le même effet. Puis après, tout ce qui est de communication se fait beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est formidable. J'ai pas eu la chance de le voir dans un cas trade show, mais la manière dont tu m'en parles, ça a l'air bon. Puis l'année prochaine, on va avoir la chance probablement de le tester en masse. On le souhaite. Mais tu sais, moi, ce que je trouvais aussi captivant, là, puis ça aurait été le fun de le montrer, là, mais grosso modo, tu as le QR code, en fait, qui peut être affiché. Mettons, tu l'as sur un PDF interactif, tu l'as sur un site web, ta visionneuse 3D, tu vois le produit, mais il est possible également, lors d'une foire commerciale, là, un trade show, de scanner, puis avec ton iPad ou ton téléphone cellulaire, ben, tu vas avoir le produit dans ton téléphone, mais dans une réalité augmentée, dans son état actuel, mettons sur une table, puis tu vas voir le produit sur la table. Exact. C'est quand même c'est hallucinant quand même quand tu y penses. Oui, ben c'est définitif qu'il y a un effet wow. C'est ce qui est vraiment intéressant justement de la réalité augmentée, c'est un peu l'extrême où ce qu'on peut amener la virtualisation du produit à un peu, quasiment pas à son extrême, mais à un point encore plus loin, c'est-à-dire c'est justement de placer le même modèle 3D que normalement on peut placer sur le site web, ce que ça nous permet de faire sur des technologies justement sur un iPad ou sur un iPhone, mais même les appareils Android, c'est de pouvoir à partir de la caméra, puis on voit sur l'écran qui est devant nous, de pouvoir placer le produit, le déplacer d'un échelle à l'autre. Où on veut le voir. Exactement. Fait que de pouvoir le faire comme ça, souvent ce qu'on fait dans les expositions commerciales, on permet d'avoir un partage d'écran sur justement une télévision qui est placée dans le fond du stand. Comme ça, les gens peuvent voir le produit comme ça, puis se déplacer comme s'il était réellement là. Mais autre que dans les trade shows, justement, les expositions comme ça, mais c'est intéressant de le voir aussi même dans les usines parce que justement, les modèles 3D qui sont réalisés sont faits à échelle par rapport au dessin CAD qu'on utilise. Donc, ça permet de voir justement si on a des questions sur la taille du produit pour le voir vraiment real size, mais on est capable de le faire aussi. Mais ça, c'est majestueux. Là, justement, dans le cycle de vente, je trouve que c'est phénoménal d'outiller le vendeur avec cet outil-là de un, puis de faire vivre cette expérience interactive-là au client de l'autre côté. C'est win-win des deux côtés, donc c'est fantastique. Puis j'ajoute à ça, il y a même l'option d'avoir cette machine, ou du moins ce produit-là rendu 3D, dans un environnement, pas fictif, là, mais dans un vrai environnement derrière. Donc, par exemple, dans une usine, il y a X nombre de places, puis tu veux voir si ça va justement fitter à côté de ta deuxième, troisième, quatrième machine, mais c'est possible aussi de créer cet environnement-là alentour. Là. Exact. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Je trouve que c'est un outil de vente très, très, très fort. Puis, par rapport à ça, on parlait aussi de favoriser l'exportation, les foires commerciales, oui, c'est présentiel, mais cet outil-là aussi, j'imagine, on veut aller à l'extérieur. Des fois, les déplacements deviennent coûteux. On se déplace un petit peu moins. Je trouve que c'est puis là, tu l'as bien mentionné, c'est un outil qui va favoriser justement le fait d'aller à l'extérieur sans se déplacer à gauche, à droite, puis sans perdre du temps ni de l'argent. Oui, exact. Un autre point que je pense que c'est important de mentionner, par exemple, c'est un bel outil. C'est un très bel outil. Puis ça navigue à travers un écosystème de technologie. Puis je te pose la question, est-ce que tu considères que, mettons, les entreprises doivent être structurées autant à l'interne, donc il faut être mobilisé à l'interne pour utiliser un tel outil, mais à quel point? Je pense que, puis ça va un peu avec les services chez Visao, là, comment vous aidez l'entreprise, que peut-être en ce moment les enjeux, le temps, l'efficacité de la solution, est-ce que ça va mobiliser beaucoup? Donc à ce niveau-là, de un, au niveau de la gouvernance, puis après on va parler plus de technologie, donc les technologies qui gravitent autour de cet outil-là, comment qu'on peut venir valoriser justement le rendement, puis les gains qu'on va pouvoir venir chercher. Dans un premier temps, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est prenant pour l'entreprise? Est-ce que c'est prenant pour les gens à l'interne? Ou il y a un processus fluidifié, puis est-ce que ça se fait quand même assez bien là, face à la technologie telle que tu as développée? Exact. Oui, nous, c'est très fluide, puis on a, on va dire, c'était un gros travail pour rendre ça aussi fluide qu'à ce moment-ci. Nous, le point de départ par rapport à nous, comme je parlais de créer les modèles 3D, c'est à partir des dessins 4. Il y a d'autres moyens maintenant avec justement des scanners 3D aussi. Ça peut être des formats qu'on peut utiliser aussi, mais généralement, de ce qu'on a vu, des clients avec lesquels on a collaboré, c'était la meilleure source d'information qu'on avait et aussi la plus rapide pour créer, dans le fond, un modèle 3D le plus fidèle de ce qu'on a. Donc, évidemment, c'est certain d'avoir
une belle qualité justement de dessin, comment les dessins sont structurés de ce côté-là, l'attention qui a été mise de ce côté-là, ben ça l'aide. Ça facilite le travail, mais après, vous pouvez quand même, j'imagine, rebâtir ou peaufiner. Oui. Puis tu sais, si on parle du temps de conception, de faire un dessin CAD, on est une fraction minime du temps justement que ça prend pour créer un modèle 3D à partir de ça. Donc, des modèles plus simples, ça peut prendre quelques heures seulement, ou vraiment plus complexes. Ça peut se faire peut-être en 1 ou 2 journées, mais ça va vraiment dépendre de la complexité, toutes les animations, ce qu'on va faire dessus. Mais oui, ça, c'est une partie qu'on peut prendre complètement en main de notre côté. Okay. Mais également, on fait de la formation dans les entreprises. Mm-hmm. Puis éventuellement aussi, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler beaucoup en R&D, en train d'automatiser pour en tout cas, des beaux projets qui s'en viennent de ce côté-là. Des beaux projets. On y revient à la fin en termes de prochaines étapes, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous aidez l'entreprise. Donc, pour aussi ceux qui nous écoutent vont dire c'est trippant, mais c'est parce que c'est complexe, mais derrière, ça a été développé, ça a été programmé, il y a eu du temps passé là-dessus. Mais c'est quand même, c'est pas non plus sorcier. Vous êtes là pour les aider à l'avoir, puis ça se fait quand même dans des temps raisonnables. Phase 1, phase 2, après, évidemment, ça va dépendre des processus à configurer, puis les animations à y ajouter, là, le cas échéant. Mais un autre point aussi par rapport à ça, donc ça, c'est bien. Au niveau de la mobilisation interne, ça se passe très bien. Je pense que vous êtes un partenaire clé au sein de l'entreprise pour amener cette technologie-là. Mais après, mon autre point, c'est comment on peut venir valoriser l'outil. Parce que l'outil tout seul va fonctionner. Va fonctionner, va attirer. Mais après, tu sais, on parle de... depuis tout à l'heure, là, on dit mettre l'outil sur un site web. Ben oui, mettre l'outil sur... là, évidemment, vous devrez avoir un téléphone cellulaire, un iPad, idéalement, pour être capable de le démontrer dans son environnement. C'est plein d'outils. Fait que tu as du hardware, tu as besoin d'être dans les techs. Puis après ça, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un site web aujourd'hui? Pas le choix. Puis là, il y a le fameux CRM. Qu'est-ce qu'est un CRM? C'est ta base de données. C'est là qu'il vient tracker tes données. Tu veux attirer de la clientèle ou du moins tu veux venir fluidifier ton cycle de vente, tu veux venir outiller tes reps. Mais si tu n'es pas capable de capter la donnée, c'est difficile d'évaluer tes gains par la suite. Donc, tout est basé un peu sur ton retour. Comment tu considères ça, l'importance d'avoir une structure un peu technologique qui gravite autour de ces outils, de cet outil-là qui est complètement formidable? Oui. Je pense autant de structurer justement une usine, un ensemble de production, justement d'automatiser, de travailler justement à créer des systèmes, autant au niveau justement de ces mécanismes de vente, de mise en marché. À la fin, c'est pas juste une question de vendre plus, c'est une question aussi d'avoir un environnement de travail aussi qui est plus attrayant, d'avoir l'information qui est là. Ça permet d'être plus performant puis de remplir sa mission d'entreprise encore mieux, c'est-à-dire passer du temps à livrer vraiment ce que la valeur de l'entreprise qui est dégagée par nos services, nos produits, permet de le faire. Donc, tu parles d'un outil comme un CRM, puis ça vient dans un ensemble, tu sais. On parle justement ce qui vient dans des avantages comme ça, comme d'avoir une visionneuse, particulièrement si c'est seulement sur le site web ou plus pour justement un site web qui est vitrine, où il y en a certains qui a des stratégies de SEO, SEM, de marketing. On le voit de plus en plus, là, même dans le B2B. Puis c'est vraiment bien. Puis il y a des super belles opportunités d'aller de ces côtés-là. Je pense que c'est vraiment un effort d'ensemble. Donc, la visionneuse fait partie... c'est un outil. C'est un outil à travers ça, mais le CRM, évidemment, c'est un autre outil. C'est un outil très, très, très important également. En effet, c'est ce qui pour va capturer. Exact. C'est bon ce que tu dis, c'est capturer. Puis c'est là où il est quand même important pour fluidifier l'expérience client de A à Z. C'est qu'est-ce qu'on peut faire au sein de l'entreprise pour faire vivre, encore une fois, je le répète, mais pour faire vivre à l'acheteur, au client potentiel, une expérience phénoménale, de point A à Z et en continu, parce qu'ultimement, on veut le fidéliser. Puis c'est grâce à des outils comme vous avez développé que je pense que là, on vient fluidifier, du moins donner une expérience phénoménale au parcours d'achat puis justement à l'attraction totale. Mais en effet, de se baser une belle structure puis de mobiliser les gens aussi à l'interne d'utiliser ces outils-là, c'est la guerre de demain, là, c'est le numérique. Là. Exact. Une des meilleures façons de vendre son produit, c'est d'aider son acheteur à l'acheter aussi. C'est-à-dire de faciliter la vie, puis on le voit, c'est des procédures qui sont mises en place dans des restaurants, dans des magasins qu'on côtoie un peu tous les jours. Puis c'est le même principe. C'est un peu
introversion qu'il faut prendre par rapport à ce qu'on fait déjà dans nos vies courantes, puis l'appliquer de cette manière-là. Mais je pense que c'est quelque chose... Oui, évidemment, il y a des défis pour amener ça dans des entreprises, surtout qui ont des grosses opérations, ils ont plus de produits ou ainsi de suite. Mais à la fin, je pense que c'est vraiment de quoi qui vaut la peine. Puis à moyen, long terme aussi, comme on parlait, je pense que ça va être des facteurs qui vont être définitifs, qui peuvent être définitifs sur aussi la performance, puis la survie ou la croissance pour atteindre ses objectifs à long terme. Ah, carrément. Si on vit dans un monde compétitif, il faut être présent. Il faut être présent sur tous les sphères. Ouais. Il y a un point qu'on n'a pas touché, par contre, mais je trouve quand même pertinent. C'est le fameux comme support, un peu support technique, formation, qui peut être aussi, tu sais, là, on sort un peu non, l'expérience client reste parce que ça peut être de la maintenance en entreprise, puis ça peut être votre logiciel, la visionneuse peut vraiment aider. Puis tu vas m'en dire un peu plus sur le... Tu sais, on a parlé d'animation et tout, puis mais dans un contexte de support, dans un contexte même de formation, expérience employée là, à l'interne, qui peut être intéressant, changer des pièces, etc. Mais tu sais, le support technique, l'outil peut être utilisé pour ce type d'objectif-là. Là. Exact. Oui, ben il y a... Pour beaucoup de produits, encore, j'aime faire les parallèles avec le B2C, mais si on regarde le cycle de vie d'une voiture est beaucoup plus grand, pratiquement même plus grand d'une voiture après qu'elle a été vendue, avec toutes les pièces, tous les changements qui ont été faits, l'amener au garage, et ainsi de suite. Puis pour de la machinerie industrielle, mettons, par contre, si on pense à l'installation de la machine, où ce qu'on peut... l'idée, comme on parlait d'animation un peu plus tôt, si on peut démontrer comment la machine fonctionne, on peut démontrer à partir de ce qu'on peut créer autour du modèle 3D, les actions, on peut démontrer très facilement également des processus d'installation, des réparations de pièces. Il y a des enjeux aussi où ce qu'on travaille actuellement, justement sur une visionneuse particulièrement, il y a une équipe technique qui était d'un côté, justement, d'un côté d'une entreprise manufacturière qui avait toujours des difficultés à savoir, le client appelait pour changer des pièces. C'est pas nécessairement c'était quelle pièce. Donc là, ce qu'on est en train de développer justement avec la visionneuse, c'est un outil commun que le client peut bien sélectionner, bien voir les pièces qu'il va référer, pouvoir faire des achats de pièces directement en ligne. Donc, c'est quelque chose qu'il y avait plusieurs personnes qui travaillaient. Puis le but, c'est de faciliter leur travail puis faciliter encore là l'expérience du client à pouvoir faire l'achat puis avoir une machine qui fonctionne plus rapidement à la fin aussi. Fait que, encore là, tout ça est lié. Puis c'est dans le facteur de communication qu'on est capable de rendre accessible avec des types de fichiers sinon qui seraient un peu plus accessibles juste à des ingénieurs ou à des gens non seulement qui ne seraient pas nécessairement techniques. L'outil est là, a été configuré, les rendus 3D se bâtissent par les CAD, puis après, toute l'animation, l'aspect configuration, le back-end de ce qu'on va vouloir développer, ce qu'on va mettre dedans en termes de texte, bien, tout ça, après, c'est complètement personnalisable, même autant le dessin, tu sais, mais tout ça est personnalisable en fonction de tes objectifs. Fait que tu peux l'utiliser comme on a parlé là, lors du tournage, là, mais on a parlé, tu peux attirer, tu peux avoir l'aspect marketing. Tu peux avoir l'aspect vente terrain. Tu montes l'outil, tu peux l'utiliser dans des initiatives un peu vente marketing. Là, évidemment, c'est un peu ensemble. Mais après, il y a tout le côté support aussi, formation à l'interne, comment changer des pièces. Mais tu as un outil aussi, un rendu 3D qui t'explique aussi comment faire, là, étape par étape. Tu l'as mentionné tout à l'heure, un peu comme sous forme de PowerPoint. Puis il y a d'autres technologies aussi. Des fois, c'est des choses plus complexes. Là. Je sais qu'il y a une belle technologie, peut-être une belle entreprise que j'aimerais recevoir là, au niveau des lunettes avec un système de caméra qui peut être intéressant aussi pour la maintenance. Mais je trouve que ton outil aussi apporte une autre sphère vraiment pertinente quand c'est des machines aussi complexes, puis que tu en vends peut-être 10, 15 pareils, 20 pareils, puis c'est des gros morceaux, mais tu peux créer une animation 3D. Pas besoin de le faire répétitif. Tu en crées un, tu le dupliques. T'sais. Exact. Super, super intéressant. Écoute, Thomas, on pourrait en parler quand même très longtemps sur toutes les technicités, fonctionnalités, mais moi, je vais dire aux gens de te contacter puis d'aller le voir sur ton site web parce que ça vaut la peine en maudit. Mais en termes de conclusion, j'ai répété un peu les objectifs derrière la visionneuse 3D puis l'expérience interactive pour aider l'expérience client et tout dans sa globalité. Je pense qu'on l'a bien compris. Toi, d'un point de vue la business, Visao, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Ça s'en va où les prochaines étapes? Parce que c'est un marché qui est en évolution constante. Vous êtes en train de développer des choses. Je sais que tu ne peux pas tout dire, mais vous en allez où là, les prochaines étapes en 2022? Bien, c'était une année vraiment excitante. Premièrement, là, c'est assez... plein d'éléments vraiment intéressants, tant au développement justement de nouveaux partenariats, puis
ce qu'on veut faire, évidemment, c'est de faire rayonner notre technologie, mais de faire rayonner des entreprises locales. Fait que c'est notre mission derrière tout ça. Mais oui, en termes si on parlait un peu plus tôt du logiciel, beaucoup de nouvelles fonctionnalités, beaucoup d'automatisation qu'on va amener de ce côté-là. Fait que ça, il va y avoir des choses, évidemment, très intéressantes. Premièrement, on a besoin, je pense, de se faire encore plus connaître parce qu'on a une belle mission, on a un beau message à amener. Donc, c'est certain qu'on veut mettre un gros effort de ce côté-là pour aller rencontrer les gens. Ça nous fait plaisir, puis les aider justement. Tu sais, nous, ça nous fait plaisir justement de ce qu'on rencontre une entreprise pour la première fois, de proposer un prototype, tu sais, leur montrer à quoi ressemble leur modèle 3D, tu sais, de leur produit, puis ça rend ça en vie vraiment rapidement. Fait que je te dirais, c'est ça, une tournée, on pourrait dire une tournée du Québec. Là. On part en tour, puis vraiment aller rencontrer les gens, parler de leurs problèmes. À la fin, c'est ce qui est le plus important. Puis la manière, peut-être, justement, on a discuté de différents motifs d'utilisation, mais il peut en avoir d'autres. Fait que nous, c'est ce qui nous intéresse, puis particulièrement aussi avec l'exportation. Donc, on parle un peu plus tôt de FabTech, mais on a justement un client américain qui a participé là-dessus. Donc, c'est certain qu'on veut être actif dans le pays du Sud un peu aussi. Fait que plein de bonnes choses, je te dirais. Là, ça pousse un peu de tous les côtés. Mais ça, encore 2002, là, ça va vraiment être excitant. Ah, ben, je suis content de l'entendre. Je sens l'excitation, je sens l'enthousiasme dans ta voix, puis dans ce qui va arriver, puis on va suivre de près. De toute façon, on collabore quand même beaucoup ensemble à ce niveau-là pour, on a toujours la même mission, numériser l'expérience client, de le valoriser toujours en fonction des objectifs. Donc, tu sais, ça peut être d'un point de vue attraction, ça peut être au niveau de la croissance, ça peut être d'un point de vue opérationnel, puis c'est des outils qui peuvent juste venir outiller, aider. On a parlé aussi au niveau de la maintenance, du support technique. Je trouve ça super pertinent. Ça vient vraiment, là, c'est un outil supplémentaire dans notre écosystème technologique CX. Qui est complètement valorisant. Fait que, un grand merci, Thomas. Ça fait plaisir. Puis, écoutez, pour ceux qui nous écoutent, là, je vous invite à visiter notre site internet, lacoste.com, pour vous abonner à l'infolette, vous abonner au podcast, vous pouvez vous abonner à YouTube, LinkedIn, les plateformes sociales, on est là, on est présent. On reçoit des invités comme Thomas, des entreprises technologiques qui sont start-up, des fois un peu plus grandes. On parle de comment numériser notre expérience client ici pour les entreprises industrielles manufacturières. On en a besoin, c'est compétitif, donc pourquoi pas parler de tech, parler de témoignages, parler de projets. Donc n'hésitez pas, puis encore une fois, je le répète, pour ceux et celles qui ont envie de partager un projet ou partager une expérience, contactez-moi, Simon Lemire de chez Lacoste, ça va me faire plaisir d'échanger davantage et de vous recevoir sur le podcast, ça va me faire plaisir. Donc là-dessus, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir écouté.